Chers amis, bonjour. Ravi de vous retrouver comme chaque vendredi à 11 heures pour écouter Judaï Cannes ou Le Voir, votre émission de la communauté juive de Cannes et de ses environs. Chaque semaine, je reçois un invité, je vous fais découvrir un portrait de femme ou d'homme qui nous raconte son parcours, son itinéraire et ce qui l'a fait venir à Cannes. Aujourd'hui, mon invité, Olivier Attard, photographe reporter, qui est membre actif de notre communauté, en charge des photos des manifestations, des rencontres de certains membres de l'ACI, mariage, bar mitzvah, naissance, comité d'entreprise, etc. Il vous racontera son parcours, ce qui l'a amené à Cannes, ce qu'il fait aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, je vous le laisse découvrir. Olivier Attard, bonjour. Bonjour Carole, bonjour à tous. Je vous remercie d'avoir répondu présent parce que c'est vraiment un plaisir d'avoir un artiste parce que pour moi la photographie c'est artistique, c'est une création. Et première question, qui êtes-vous Olivier Attard? D'où venez-vous? Eh bien écoutez, Olivier Attard, Cannois. Cannois aujourd'hui, mais vous êtes né en France ou vous êtes... Non, je suis né à Boulogne-Billancourt, enfin oui, je suis né à Boulogne-Billancourt, donc français, juif, marocain, de famille traditionnelle. Voilà, je suis arrivé à 12 ans à Cannes, j'ai suivi mes parents, puisque mes parents ont voulu et ont décidé à un moment de leur vie de changer de vie entre Paris et Cannes. Oui, ils étaient tous les deux entrepreneurs. Hein. En fait, votre maman en charge... Ma mère était assureur et mon père était banquier à Paris. Donc, c'est vrai que tous les ans, on venait à Saint-Maxime. À Saint-Maxime, exactement. Donc, ils ont vraiment décidé de changer de vie et d'aller un peu plus au soleil pour la fin de leur vie. Donc, j'ai suivi. J'avais 12 ans. Évidemment, on a vécu en banlieue parisienne, avec les vaches, dans les champs de maïs. Donc j'ai vécu effectivement dans quelque chose de très campagnard, où j'allais chercher mon lait dans la ferme. Ouais. Ça se faisait il y a une quarantaine d'années. Donc voilà, c'était quand même c'est dans les Yvelines. Donc, oui, il existait encore des fermes à l'époque. Tout à fait, il y a même des chevaux, enfin c'était très campagnard, que j'ai adoré. Donc je suis parti à 12 ans. C'était à côté de Versailles, à Montfort-l'Amaury. Voilà, exactement, pour ceux qui connaissent. Mais c'est très vert. C'était plutôt sympa. Je suis arrivé à 12 à Cannes. Mes parents m'ont immédiatement mis effectivement dans la communauté, où j'ai été effectivement dans des moshav, où je suis parti 15 jours avec dans les groupes juifs. Dans les groupes juifs, on faisait le ski, les animations, et puis voilà. Je crois que j'ai fait à un certain moment un petit rejet de tout ça, et je me suis constitué un groupe d'amis non juifs à partir de 15 ans, qui sont toujours mes amis depuis donc 30 années. Voilà, j'ai commencé. Un petit peu rebelle. Je sais pas, et c'est vrai que j'ai eu un petit rejet. Il faudrait que je fasse une bonne petite psychanalyse pour voir ce qui se passe. Mais oui, j'ai voulu changer. Et puis bon, c'était mes voisins. C'est toujours d'ailleurs. Quelque part, c'est encore mes voisins. Mais c'est des très bons amis de 30 ans. Alors la photographie, comment est-elle arrivée dans votre vie, Olivier Attard? Eh bien, écoutez, je me suis posé la question moi-même. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire, puisque l'assureur, je devais reprendre la boîte à maman. Donc, j'ai essayé à plusieurs essais de suivre des stages dans les compagnies, de faire des BTS assurance. Voilà, c'est pas pour moi. C'est sûr que le costard-cravate et les bureaux, c'était pas pour moi. Et donc, j'ai été voir un photographe. Je dis, voilà, j'aime les gens. Je suis très altruiste, je suis plutôt généreux. Donc du coup, j'avais envie de m'intéresser à l'homme avec un grand H. Voilà. Et l'esthétique aussi, la lumière, il y avait quelque chose parce que c'est quand même particulier. Ça aurait pu être la mode, ça aurait pu être les lettres, la littérature. Totalement. C'était plus une question d'être témoin de quelque chose et de raconter l'histoire de l'humanité. D'où peut-être une forme de rébellion sur un monde imparfait.
Voilà. Et vous m'aviez dit dans notre pré-interview que c'est votre papa qui vous a offert le premier Pentax, c'est ça, le premier appareil photo. C'est quoi exactement l'histoire? Il va pas être content, mais il me l'a pas offert. il va pas être content. Je lui ai pris. C'était son Pentax. Je lui ai pris. J'ai été voir un photographe. Je lui ai dit voilà, j'aimerais devenir photographe. Donc il m'a donné 3 pellicules. Il m'a dit bah vas-y, va faire des photos et on verra ce que ça donne. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Après, mais en parallèle, vous avez suivi une formation, hein, vous après cette expérience avec ce photographe, voilà, j'ai fait une formation de photojournalisme à Paris, entouré de professionnels. Donc il y avait effectivement des agents, des photographes, ce qui m'a permis Vous avez monté votre agence aussi, hein? J'ai monté mon agence en 2000. C'est-à-dire qu'après l'école, je suis rentré dans une agence de presse, Explorer, qui est une filiale de Gamma. Et donc, j'ai travaillé un peu pour eux. En 2000, le numérique est arrivé. Ça a vraiment déstabilisé le monde de la photographie. Donc, j'ai décidé, vivant à Paris, ça faisait 12 ans que j'étais à Paris, de revenir sur la côte et de monter une agence de photographes. Je suis monté jusqu'à 10 salariés. J'étais très gros, je fumais beaucoup, donc j'ai bien senti que ma santé en prenait un coup. J'ai perdu un peu mon boulot parce que lorsqu'on est chef d'entreprise et qu'on a 10 salariés... Il y a beaucoup de gestion humaine. Exactement. Je crours que c'est là le plus dur. Vous perdez votre job de base. Mon métier de photographe, tel que l'essence de la photographie, je la perdais puisque j'étais devenu avocat, comptable, psychologue, tout le monde sait... Pour ceux ressources humaines. Voilà, tous ceux qui ont monté une boîte savent que c'est plutôt un peu compliqué. Donc j'ai arrêté. J'ai arrêté cette boîte et je suis revenu à mon premier amour du voyage et de l'homme et d'aimer l'humanité. Et donc je suis parti en Inde. Ça a été un déclic. J'avais vraiment envie de partir de France, de voir ce qui se passait ailleurs. Et l'Inde est un pays qui vous retourne. C'est un pays qui... En plus, j'ai absolument pas voulu prendre de notes avant de faire un travail au préalable. Voilà. J'ai voulu être neutre, être vraiment... et effectivement, lorsque je suis arrivé à Bombay, ça a été rock'n'roll. Je suis arrivé à 1h du matin, il y avait des gens qui dormaient par terre. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai vu des cafards comme j'avais jamais vu. C'est un monde très très particulier. Les valeurs humaines, les valeurs françaises qu'on a en Europe, en Inde, ils ne les connaissent pas. Les droits de l'homme, voilà, ça fait partie. Mais ils ont une générosité. Enfin, voilà, c'est le pays aux 1000 couleurs, générosité, une spiritualité. Ils ont une spiritualité. Merci beaucoup. Importante. La famille est très importante aussi. Les Indiens vivent... Alors, les Indiens se marient très tôt. Oui. Il y a encore des mariages arrangés. Oui. J'ai travaillé sur le bidonville de Bombay. Le bidonville de Bombay, il faut savoir qu'il est au plein centre de Bombay. Donc, il est entre la gare, l'aéroport et le site touristique. Ça a un petit peu changé là. Hein. Alors, moi je vous parle de ça, c'était en 2008. Oui, ça... Donc les promoteurs veulent faire partir ce bidonville qui est une vraie source de revenus importante pour les Indiens. Mais ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien à donner, mais ils ont un sourire incroyable. À partager. Donc lorsque vous arrivez de la Côte d'Azur où tout est basé sur l'image, les valeurs ne sont pas du tout les mêmes. Vous prenez une belle claque. Olivier, nous marquons une courte pause et vous retrouvez notre invité dans quelques instants pour voir l'itinéraire d'Olivier Attard, photographe à Cannes. Merci, tout à l'heure. Vous écoutez Judaïkan sur Radio Shalom Nitsan. Chers amis, nous nous retrouvons sur Judaïkan avec Olivier Attard, aujourd'hui photographe, reporter à Cannes.
Olivier, vous êtes reparti donc après l'Inde, vous allez à La Réunion. Donc j'ai fait La Réunion aussi, où j'ai pas mal voyagé autour de La Réunion. Voilà, ça m'a appris beaucoup de choses. La Réunion, c'est très riche, c'est une mixité de cultures, les Chinois, les Asiats, les blancs. Tout le monde vit ensemble. Tout le monde vit ensemble. Ouais. Cette île est intense et porte son nom. Elle est réunionnaise. Voilà, vraiment. C'était magnifique. Après, c'est loin. Voilà. Donc, je suis revenu un peu. 8000 kilomètres. Voilà, je suis un peu revenu pour mes parents. Voilà. Je dirais que pour parler photo, la beauté de ce métier. Revenons à votre métier de base. Le métier de photographe, c'est un métier assez génial parce qu'on peut faire du packshot, on peut être tout seul dans son studio, on peut faire du reportage, on peut faire de la mode. Il y a une panoplie qui permet d'accorder son style à ce qu'on veut. Que ce soit un photographe ou autre métier, on peut tout faire du moment qu'on le veuille. On est capable de beaucoup de choses. Si on ne veut pas la photo, elle est pas belle. C'est sûr et certain. S'il n'y a pas le cœur, s'il n'y a pas l'émotion, c'est sûr que l'image ne sortira pas, quoi, et l'envie. Donc voilà. Donc moi j'ai une focale, un objectif de prédilection qui est le 16-35. Oui. C'est un format grand angle. Donc si vous fermez votre œil, vous avez un 50. D'accord ? Quand vous fermez un œil et vous regardez, vous avez un 50 mm. Okay, donc moi, mon angle de prédilection, c'est le grand angle. Ça permet d'être très très agressif dans mon image. Il y a beaucoup de gens tout autour du sujet. Et c'est les gens qui sont dans l'arrière-plan qui font tout le dynamisme de mes images. C'est ça que je recherche. Le mouvement est extrêmement important pour moi. Oui, pas figé, c'est ça, voilà, c'est ce que vous m'expliquez. Voilà, il faut que ça soit de l'instantané, totalement. Il faut que ça soit du shoot rapide. One shot. Ouais, alors c'est vrai que moi j'ai fait de l'histoire de l'art. Caravage, qui est un peintre incroyable, qui est mort, le pauvre, dans la pauvreté, dans une fontaine alcoolique. Dans les lumières, moi j'ai vu des portraits à Rome. C'est du clair-obscur. Oui, c'est du clair-obscur. C'est du clair-obscur, clairement. C'est un peintre qui m'a vraiment influencé. J'adore ce gars. Bon, on va pas en parler plus souvent, mais ça a été aussi un rebelle puisque les commandes étaient faites par l'Église et l'Église, quand elle commandait à Caravage et qui mettait effectivement la Vierge Marie magnifique, mais il mettait quand même des pieds sales, quoi. Donc c'était une forme de rébellion par rapport à ses clients. Donc je trouvais ça assez génial à cette époque d'être aussi insolent. Vous disiez qu'un photographe est comme un médecin. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu cette... Un photographe, il rentre dans l'intimité. Ouais. Lorsqu'il se passe quelque chose par exemple, quand on photographie un enfant, on sait exactement ce qui se passe dans la famille. S'il est stable, s'il est heureux, s'il y a quelque chose dans la famille. Donc on rentre dans l'intimité des gens. Lorsqu'on fait une bar mitzvah, on s'intéresse aux gens, on rentre chez eux. Moi, les gens ne viennent pas à mon studio, c'est moi qui vais vers eux. Donc je rentre chez eux et je regarde un peu comment ils sont et j'essaye de m'adapter avec mon style, et il faut bien sûr qu'ils aiment mon style. Ça c'est évident. Voilà. Donc effectivement, on rentre vraiment dans l'intimité des gens. On aime les gens quoi qu'il arrive. La difficulté de ce métier, si je pouvais donner un conseil aux jeunes, c'est effectivement vous avez l'alimentaire parce que il faut vous loger, vous habiller, vous manger, etc. Donc, et puis vous avez le côté passion, c'est-à-dire tout ce qui est votre travail personnel. Donc voilà, il faut essayer de gérer les deux. Comme il y a deux facteurs importants dans ce métier, c'est le commercial et l'artistique. Ce qui, en général, ne va pas ensemble. Voilà. Comme dans la mode, mais à un moment, ça se rejoint. Il y a un moment où ça se rejoint. Le talent plaît. Voilà, il y a un moment où ça se rejoint. Voilà. Donc concilier. Donc en fait, au niveau, quels sont les conseils que vous donneriez à un apprenti photographe ou quelqu'un qui se destine, parce qu'aujourd'hui on a les appareils, on a le numérique, on a Internet, on a. Moi, j'ai pas la prétention. Pourquoi moi je vais vous faire appel à vous en tant que photographe plutôt qu'avec mes copains avec les iPhones, parce que c'est vrai que quand vous allez à une manifestation, un défilé de mode, ils sont toutes. Bon, alors il y a les photographes professionnels bien sûr, mais ils sont toutes avec les
leurs appareils. Les iPhones. Alors, je vais être très rapide là-dessus. Photographe, ça veut dire écrire la lumière. Ah. D'accord ? Photo et graphe. Photo, graphe, la lumière, graphe, écrivain. Écrivain. D'accord ? Ce sont les racines grecques. Hein, exactement. Exactement. Donc, on peut, avec n'importe quel appareil, faire des très jolies choses. Maintenant, effectivement, avec l'iPhone 6S, exactement, j'ai vu des journaux qui faisaient de l'apparition en 2030 avec une qualité incroyable. J'ai vu des photographes qui étaient primés à Visa pour l'image, qui est un festival de photoreportage sur Perpignan. Comment il s'appelle déjà ? David Gudenfelder. Il a fait un reportage sur la Corée du Nord et il a eu les autorisations du gouvernement, mais il a fait tout ce reportage avec l'iPhone 6. Et il est revenu avec un patrimoine d'histoire incroyable. Donc le médium, moi je pourrais vous dire, oui, vous pouvez acheter... C'est l'idée, c'est le sujet, on est intéressé par un sujet, c'est ça. Rappelez-vous, rappelle-toi, Henri Cartier-Bresson, en 1960, il est sorti qu'un Leica, et le Leica, l'appareil photo, n'existait pas, ne se connaissait pas. Donc les gens se laissaient photographier. Il y avait pas d'arrière-pensée, c'était très naturel. Donc l'iPhone 6 permet ça, je dirais, d'être dans le côté naturel. Maintenant, on sait que l'image, les gens, ils peuvent faire de l'argent. Au Maroc, si vous allez vous faire des photos des gens, ils vont vous demander de l'argent. En Inde, c'est encore... Ça commence à côté, à Agra. Moi, on m'a jamais demandé de l'argent en Inde. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des photos, mais je leur ai envoyé derrière. Donc voilà. Donc si je devais donner conseil, il faut une photo. Moi, la première fois qu'on m'a... C'est un instant de vie, hein. C'est ça, hein. C'est un témoignage. C'est une histoire. C'est une histoire, c'est de l'émotion. Quand vous faites une photo, il faut que la photo elle raconte une histoire. Ça, c'est sûr. J'ai un rédacteur en chef, il m'a dit autre chose. Il m'a dit une photo ne vit que si elle est vue. C'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez faire 5000 photos, mais si elle reste dans votre ordinateur, il n'y a pas d'intérêt, quoi. Enfin, peut-être pour votre famille. Non, mais c'est pour votre famille. C'est comme un orateur. Il est vu avant d'être entendu. Exactement, exactement. Donc voilà. Donc j'ai pas spécialement de conseils à donner aux photographes amateurs. Il y a Agapierre sur Instagram qui fait des photos avec l'iPhone 6 qui sont incroyables. Bon, retraité sur Photoshop et Lightroom et compagnie. Mais une image, elle doit raconter une histoire. Évidemment, si vous faites du 4 mètres par 3 mètres, l'iPhone 6, il n'y est pas, quoi. Alors, il y a une tendance aujourd'hui dans les magazines, il y a la couleur et on revient beaucoup au noir et blanc, même dans les films, quand on va faire la transition entre le passé et le futur. Oui. Parce qu'il y a une profondeur dans le noir et blanc qui est différente. Alors, vous avez le sépia, vous avez le noir et blanc, vous avez la couleur. Le noir et blanc est intemporel et dans l'émotion. C'est ça. Voilà. Vous ne pouvez pas spécialement donner une date à cette image. Elle vous transmet une émotion, quelle qu'elle soit, et elle reste. Elle est stable. Elle ne bouge pas. Le sépia à la couleur, vous allez afficher des photos couleur chez vous. Au bout d'un moment, il y en a marre. On se lasse. La noir et blanc, elle reste. Parce que l'émotion est là. Voilà. C'est vraiment mon point de vue sur le noir et blanc, c'est quelque chose. Alors, Olivier, j'adore ça. Hein. Allez voir mes photos sur www.photographe-olivieattard-06.com. Voilà, vous verrez que le noir et blanc. J'ai d'ailleurs fait quelques photos. Une exposition aussi. Je vous ai vu une exposition à Mandelieu. Il y avait une exposition photo. Ça, c'est un thème sur l'eau que je traite depuis très longtemps. J'ai d'ailleurs fait une exposition, alors effectivement à Art Shopping à Mandelieu, mais c'est une trentaine de photos qui sont exposées dans l'eau, sur des piquets. C'est un truc assez incroyable que j'avais fait ça, c'était génial. Je vais la refaire cette année, c'est prévu. Quels sont vos projets justement pour 2017 ? Avant de passer à votre passion, on va dire quelques mots de l'épicerie du cœur. Alors, c'est vrai que
il y a le côté alimentaire, donc tout ce qui est bar mitzvah, bien évidemment, le mariage, tout ce qui est événementiel, c'est quelque chose d'important. Je fais beaucoup plus d'événementiel que de bar mitzvah et de mariage en ce moment. Les entreprises, elles ont des budgets aussi pour leurs équipes. C'est pas les mêmes choses, c'est pas du tout la même chose. C'est les sociétés, elles ont de l'argent, et quand elles demandent un photographe, elles savent qu'il faut le payer comme il se doit. Donc c'est pas la même chose que les particuliers. Voilà. Il y a un truc qui est vachement intéressant, c'est le time-lapse pour les sociétés qui veulent. C'est des images faites ou toutes les secondes ou toutes les minutes, et on monte un film comme ça, et on peut faire des chantiers de 5-6 mois. Ils peuvent le mettre sur leur site, c'est comme une campagne de communication. Tu prends n'importe quelle société de BTP qui monte un chantier, on met 3-4 caméras, on fait un montage, et on voit en 4-5 minutes l'histoire du chantier. Donc ça peut être une vraie valeur ajoutée pour les sociétés. Je voudrais juste parler de l'épicerie du cœur. Voilà, qu'est-ce que c'est que l'épicerie du cœur? J'ai au sein du Mnébrit, effectivement, je suis revenu, effectivement, j'ai fait un rejet du judaïsme à 12 ans, mais je suis revenu très fort là depuis je suis revenu grâce à une femme merveilleuse, je suis revenu à mon identité, à ma communauté. C'est pour ça que je vous ai invité d'ailleurs. Merci. D'ailleurs, merci Carole. Génial. L'épicerie du cœur, je les adore. C'est des bénévoles. Ils s'occupent des gens qui ont vraiment des besoins. J'aurais fait tout un reportage pendant 1 an et demi. On a fait un petit bouquin. Ça leur permet de vendre leur panier de tout Bishvat. Donc, si vous voulez acheter un panier, mais il y a dans la communauté. Alors, il y en a à Cannes aussi. Il y a Chantal qui fait aussi les paniers à Cannes, mais il y a Alain Schraube qui s'occupe de ça. C'est fait pour les nécessiteux. Ils font tout ce qui est fruits et légumes, Hanouka. Ils font vraiment beaucoup de choses. Si vous voulez même être bénévole pour eux, allez-y. Moi, ça m'a fait plaisir de travailler avec eux. Je leur ai fait un bouquin, ça les aide. Alain Schraube, 06 66 87 32 27. Voilà, si vous voulez l'appeler pour acheter des paniers de fruits pour tout Bishvat, je vous laisse son numéro 06 66 87 32 27. Ça leur fera plaisir. Écoutez, en tout cas, c'est une bonne liaison parce que tout Bishvat, c'est la fête de la nature et des arbres. Et des oliviers. Et de l'olivier. Et de l'olivier. Donc, clin d'œil, c'est votre fête. C'est non seulement votre fête, mais bientôt votre anniversaire. Donc, je vous souhaite bon anniversaire. Merci quelques beaucoup. jours Merci, avant Carole. Merci. La date. Voilà, chers amis, l'émission Judaïkan touche à sa fin. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit. Au revoir. Merci. Au revoir, Olivier. Merci, au revoir, Carole.